Et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo sur le challenge FreeCodeCamp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas FreeCodeCamp, n'hésitez pas à aller sur FreeCodeCamp, inscrivez-vous et suivez tout le curriculum. Vous allez apprendre le HTML, le CSS, le JavaScript, le S6, etc. Et quand vous arrivez à la partie Intermediate Algorithm Scripting, et alors là, vous nous rejoignez sur le quatrième algorithme Wherefore Art Thou. Attention, ce challenge, les amis, est assez complexe, hein, donc il faut vraiment que vous y arriviez en ayant passé toutes les étapes d'avant, hein, sinon vous allez galérer. Donc ici, notre but, c'est quoi? On va passer à notre fonction whatisInAName, on va lui passer un tableau, ce qu'ils appellent ici une collection d'objets. Okay, des objets JavaScript avec différentes propriétés qui ont différentes valeurs. Puis on va lui passer ici une source. Et ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que la source qu'on nous a passée correspond à quelqu'un dans la collection. Ok? Imaginez ici, on voit un tableau de gens qui ont tous un first et un last, hein, un prénom et un nom. Roméo, Montaigu. Ici, Mercutio, pas de nom. Ici, Tybalt, Capulet. D'accord? Donc on a plusieurs personnes dans ce tableau et nous on nous demande de voir s'il existe dans ce tableau quelqu'un qui a pour propriété last, Capulet. Ok? Et là effectivement on en a un, c'est Tybalt qui s'appelle Capulet. On voit sinon dans le deuxième exemple ici un tableau qui contient trois objets. Apple 1, un autre objet Apple 1 et un autre objet Apple 1 et Bat 2. Donc nous ici, notre but, c'est de voir quels sont les objets qui ont Apple 1. Alors là, qui sont les objets qui ont effectivement la propriété Apple qui vaut 1? Ben les trois. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc le tableau qu'on nous demande de renvoyer, en fait, c'est le même. C'est Apple 1 et Apple 1 et Bat 2. Voilà, vous comprenez l'idée? On va regarder dans notre collection qui correspond aux critères qu'on nous a donnés dans l'argument source ici. Donc nous, notre but, ça va être quoi? Ça va être déjà d'aller examiner chaque objet dans cette collection. Il va falloir passer sur Roméo Montaigu, Mercutio, pas de nom, et Tybalt Capulet. Les trois, il faut aller les analyser les trois. Et pour chacun d'entre eux, il faut regarder est-ce qu'ils correspondent avec les critères qu'on nous a donnés dans la source. Donc je viens de dire, il faut analyser chaque élément de la collection. Pour ça, c'est quoi? C'est un parcours de tableau, donc c'est une boucle for que l'on va utiliser ici. On va dire for let i égale 0, et tant que i est inférieur à la longueur de la collection, puisqu'on veut passer sur toute la collection, donc collection.length, ok? Alors, on va dire i++. Ici, on peut se créer une constante, const item égale collection crochet i. Hop là. Et là, si je fais un console.log de item, vous allez voir dans votre console ici, ben voilà que selon les fonctions qui sont appelées, en tout cas pour la première, on a bien Roméo Montaigu, Mercutio rien et Tybalt Capulet. Et ensuite, n'oubliez pas, hein, si vous faites ici plusieurs console log alors que vous ne voyez ici qu'une seule fonction, c'est parce que FreeCodeCamp lui-même rappelle systématiquement votre fonction en lui passant d'autres choses. Ok? Donc là, je peux supprimer ce qu'il y a dans la console. Et pour ceux qui arrivent seulement et qui ne comprennent pas trop comment ça marche la console, n'oubliez pas sur FreeCodeCamp et uniquement sur FreeCodeCamp de décocher les erreurs dans vos custom levels, parce que sinon vous allez avoir plein d'erreurs mais qui ne sont pas dues à votre code en lui-même, qui sont plutôt dues à la façon dont FreeCodeCamp fonctionne. Bref, ici j'ai donc dans chaque item, chaque élément de mon tableau. Donc je vais avoir Roméo Montaigu, ensuite je vais avoir Mercutio, pas de nom, et ensuite je vais avoir Tybalt Capulet. Maintenant que j'ai la main sur un item, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vérifier si dans cet item, nous avons ces données-là. Alors là, ici, attention, ce n'est pas un tableau que j'ai dans la main, c'est un objet. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de regarder dans cet objet l'ensemble des propriétés de cet objet. Alors pour regarder ça, je peux faire une boucle, encore une fois, mais c'est pas une boucle for classique, c'est une boucle for in. Alors comment ça marche les boucles for in? Je vais dire pour chaque propriété que je trouve dans l'objet source. Ok? Et regardez ce que je vais faire ici, je vais même vous faire un console.log de la variable propriété. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginons que j'ai un objet ici comme cela, hop, je vais faire ici un objet. C'est un objet qui a un prénom de .lior et un nom de .chamla. Alors si je fais une boucle for in, ben propriété va prendre dans la première boucle la valeur de prénom et dans la deuxième boucle la valeur de nom, tout simplement. Donc propriété ici va être égale à nom et prénom. Alors n'oubliez pas de mettre le let ici, hein, parce que sinon ça va bugger. Si je demande qu'est-ce qu'il y a dans propriété, regardez, il me dit ben dans la première appel de fonction, la propriété qu'on nous demandait c'est last. Ok, super. Donc ça me paraît cool. En fait ce qu'il fait c'est qu'il va regarder cet objet
Et il va regarder toutes les propriétés. Ici, il n'y en a qu'une, mais si vous prenez par exemple l'exemple ici avec nom et prénom, il va prendre prénom et nom. Donc il va boucler. La première fois, ça sera prénom, la deuxième fois, ça sera nom. Ok, donc maintenant que je vous ai dit ça, je vais passer sur chaque propriété de l'objet source. Et ce que je vais faire, c'est que juste en dessus, je vais me faire une variable qui va me permettre de savoir si, en fait, l'objet que je suis en train d'étudier est conforme à la source. Donc je vais mettre ici une variable qui s'appelle isConform, hein, même si c'est débile. Et je vais partir du principe que oui, c'est conforme, je fais confiance. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas forcément conforme. Ici, c'est très simple. D'abord, qu'est-ce qui ferait en sorte que mon item n'est pas conforme avec la source qu'on me demande? La première chose, c'est, imaginons qu'il y ait déjà une propriété dans ma source qui n'existe pas dans mon item. D'accord? Ici, par exemple, on voit, on me demande la source, c'est que last, c'est qu'il y ait une propriété last. Ok? Là, tous mes items, ils ont une propriété last. Roméo son last c'est Montaigu, Mercutio son last c'est nul, mais en tout cas il a une propriété last, et Tybalt son last c'est Capulet. Mais imaginez ici que j'avais dit, moi je cherche quelqu'un qui a une propriété prénom. Aucun de ces trois objets n'aurait été conforme parce qu'aucun n'a une propriété prénom. Vous comprenez, j'espère. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire si dans l'objet que je suis en train de regarder, c'est-à-dire dans item, si dans cet item, il n'y a aucune propriété qui est le nom de la propriété qui est dans la source. Donc ici, je peux dire est-ce que l'item has own property, donc ça c'est une fonction qui existe sur tous les objets, et je peux lui demander propriété ici. Donc si cet item n'a pas cette propriété, d'accord, alors je sais que isConform est à false. Voilà, c'est mort. Si moi je recherche la propriété prénom dans un objet qui n'a pas cette propriété, c'est que cet objet n'est pas conforme à ce que je recherche. Merci, au revoir. Donc ça c'est la première chose que je voulais vérifier. Alors il y a un deuxième cas dans lequel ça n'est pas conforme. C'est le cas où l'item aurait cette propriété, d'accord. Donc imaginons que ce soit point prénom, d'accord. Item point prénom, ok je l'ai. Mais par contre, il n'est pas égal au prénom qu'on me demande dans la source. Il n'est pas égal au prénom qu'on me demande dans la source. Alors là, toujours pareil, n'est pas conforme. Égal false. Alors le problème, c'est que nous ici, on ne sait pas si la source nous demande prénom, last, first, etc. On ne sait pas. Mais le nom de la propriété, on le connaît. Il est dans la variable propriété. Donc j'aimerais savoir si dans mon item, la propriété, c'est la même que la propriété qui est dans ma source. Et ici, je ne peux pas écrire propriété, d'accord? Parce que mon item n'a pas de champ propriété, si vous voulez. Mon item, il a un champ last et un champ first. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser ici la notation crochet. Et là, JavaScript comprend, parce que JavaScript va comprendre que propriété ici, c'est une variable qui est égale, par exemple, à last. Et donc, il va le remplacer par last. Et faire item crochet last, c'est la même chose que dire item.last, d'accord? Donc ici, ce que je peux dire, c'est prends la propriété, quelle qu'elle soit, et va voir dans l'item qu'est-ce qu'elle vaut. Item, crochet, propriété. Et ensuite, fais la même chose avec la source. Prends dans la source la valeur qui est dans la propriété. Donc par exemple, ici on voit last, la valeur dans la source de last, c'est Capulet. Et est-ce que la valeur dans cet objet-là de last, c'est Capulet? Non. Donc même si cet objet est conforme, parce qu'il a last, il n'est pas conforme parce que son last c'est égal à Montaigu, alors que nous, le last qu'on recherche devrait être égal à Capulet. Donc là, encore une fois, il n'est pas conforme. Et là, ce qu'on peut dire tout simplement, c'est, à la fin de toutes ces vérifications, si le truc est conforme, d'accord, alors, nous voulons rajouter à notre arrêt des objets conformes, notre item, tout simplement. Si le truc n'est pas conforme, on ne veut pas le rajouter, on s'en fout. Faisons un test. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, nous... Ici, nous allons voir chaque élément et nous le mettons dans item, chacun d'entre eux. Puis, nous créons une variable isConform qui, par défaut, on leur fait confiance, est à vrai. Mais on va voir au fur et à mesure que la conformité va s'étioler, elle ne va pas vraiment marcher. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais regarder dans la source toutes les propriétés que notre objet doit avoir. Et je vais faire un premier filtre. Est-ce que notre objet a la propriété qu'on lui demande d'avoir? S'il ne l'a pas, alors il n'est pas conforme. Mais imaginons même qu'il l'est. Est-ce que la valeur qui est dans cette propriété de l'objet est la même que la valeur qui est dans la propriété de la source? Si c'est pas le cas, alors il n'est pas conforme. Dans ces deux cas, il n'est pas conforme. Alors ça fonctionne très bien, mais on peut le rendre un peu plus élégant. Alors comment rendre ce code un peu plus élégant? Tout d'abord, ici, vous voyez que le else if, le if et le else if, ils sont pas forcément nécessaires. Ce qu'on peut faire, c'est tout faire en une seule et unique condition. C'est prendre cette condition-là, cette question que l'on pose ici, on va la couper et on va la rajouter ici avec un ou.
ok? Et du coup, ça nous permet de virer ce else if. Alors, qu'est-ce que je pose comme question? Je dis, si cet item n'a pas cette propriété, ou qu'il l'a, d'accord, mais que ce n'est pas la même, ben alors, dans les deux cas, il n'est pas conforme avec la source. Super, parfait. Ce que je peux faire aussi pour rendre ça un peu plus élégant, qu'est-ce que c'est? Ben, ça pourrait être de dire par exemple que cette boucle for, je pourrais la transformer en une boucle for each. Ça me permettrait d'éviter cette ligne-là et ce i qui s'incrémente au fur et à mesure. Ce que je pourrais faire, c'est dire tout simplement, ici, je veux demander à mon tableau collection, .for each, et là, for each, c'est une fonction qui prend en paramètre elle-même une fonction qui va recevoir chaque élément, chaque item, et qui va faire quelque chose avec. Et donc ici, ce que je peux dire tout simplement c'est... Et je n'oublie pas ici de fermer la parenthèse parce qu'en fait, toute cette fonction que je suis en train d'écrire ici est en fait incluse comme paramètre de la fonction for each. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour ceux qui ne connaissent pas? Ben, ça veut dire dans ma collection, je vais prendre chaque item et je vais l'envoyer à cette fonction pour travailler dessus. Donc en fait, ce que fait JavaScript ici, c'est que il va boucler sur la collection et il va nous envoyer à chaque fois l'item sur lequel il est en train de boucler. Et nous, ça nous permet de travailler sur l'item en question. Tout simplement. Et donc là, évidemment, ça fonctionne. Si je teste, on voit bien que le test fonctionne. Alors maintenant, en réalité, qu'est-ce qu'on fait réellement dans cette fonction? Ce que l'on fait, c'est que l'on filtre la collection pour n'en garder que les éléments qui correspondent à la source. Donc si je dis qu'on filtre, alors on n'a qu'à utiliser une fonction de filtrage, tout simplement. Et pour utiliser une fonction de filtrage, c'est très simple. On peut dire ici, tout simplement, qu'on n'a pas besoin de array, ici. Hop. On n'a pas besoin de retourner un array ici, hop. On peut tout simplement ici dire que l'on veut retourner la collection, mais que l'on souhaite filtrer. Et n'oubliez pas que filter, c'est une fonction qui va prendre chaque élément, d'accord? Et qui ne va garder ces éléments que si cette fonction retourne true. Et qui ne va pas les garder si elle retourne false. Donc ici, ce qu'on peut faire, plutôt que de dire si c'est conforme, alors j'ajoute l'item à un tableau hypothétique, je vais tout simplement dire return is conforme. Donc si is conforme est à true, si l'objet est conforme, on va le garder dans notre filtrage, sinon on va l'écarter et on ne va pas l'avoir. Donc je regarde ma collection et je ne garde que les éléments pour qui cette fonction renverra true. Je vais passer chaque élément à cette fonction et pour chaque élément je vais faire des analyses et je vais retourner les résultats d'analyse. Si le retour c'est true, alors je garde cet élément. Faisons un test et ça fonctionne parfaitement. Alors, je pars d'une variable qui est un drapeau que j'appelle isConform qui part de true mais qui d'un moment à un autre peut passer à false. Et ce qui m'intéresse c'est de le retourner parce que la fonction ici que j'ai passée à ma fonction filter, si elle return true, je garde l'élément, si elle return false, je ne le garde pas. Et donc ce que je peux encore imaginer ici, c'est de la rendre un peu plus courte en faisant ici une fonction fléchée, c'est-à-dire en supprimant le mot-clé fonction, en mettant ici une flèche. Attention, comme ici ma fonction contient plusieurs lignes, je suis obligé de garder les accolades, je ne peux pas rendre ça plus court. Par contre, ce que je peux faire, c'est comme ma fonction ne reçoit qu'un seul paramètre, c'est supprimer les parenthèses ici. Ça, c'est l'écriture fonction fléchée. Et donc, si je reteste, ça marche parfaitement encore une fois. Alors maintenant, pour rendre ce code encore plus élégant, ce qu'on pourrait faire, c'est se créer notre propre fonction là-haut. Hop, 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 qui s'appellerait fonction, je sais pas moi comment on pourrait l'appeler, filter by source, ok. Cette fonction recevrait un item et une source, ok. Et on pourrait dire tout simplement faire exactement ce qu'on fait ici, c'est-à-dire hop 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 hop, on prendrait tout ce code ici, tac, on le mettrait dans cette fonction là. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous le rappelle, hein. On crée une variable isConform. On crée une variable isConform qui est égale à true, on passe dans chaque propriété de la source et on regarde si l'item est conforme avec la source au fur et à mesure et on retourne le résultat. Alors maintenant qu'on a une fonction pour le faire, ce qu'on peut dire ici c'est qu'en fait ce que l'on veut retourner c'est le résultat de notre fonction filter by source à qui on passerait l'item et la source. Et donc ici désormais vu qu'on a une seule et unique ligne dans notre fonction fléchée, on pourrait se passer du return ici, se passer de la première accolade, se passer de ce point virgule et de la deuxième accolade. Et du coup, si j'agrandis mon code, on a bien ici une seule ligne. Donc ma fonction en entier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne le filtrage de ma collection en fonction du retour de la fonction filter by source à qui je passe l'item et la source.
Et dans ma fonction filter by source à qui je passe l'item et la source, je regarde si l'item est conforme à la source et je réponds tout simplement oui ou non. Et donc ici j'ai donc deux petites fonctions qui me permettent tout simplement de retourner la bonne réponse. Faisons un test et ça marche très bien. Et voilà, j'espère que cet algo vous semble clair. On part sur du basique, toujours avec les structures for, classiques, etc. Et puis j'augmente l'élégance du code en le rendant un peu plus court, un peu plus propre, en utilisant des fonctionnalités du langage JavaScript. Mais vous allez voir si vous cherchez sur internet que d'autres ont eu des solutions bien plus élégantes encore et bien plus courtes, même si on perd peut-être en lisibilité un tout petit peu. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a d'abord appris que on avait une fonction sur n'importe quel objet JavaScript qui s'appelle asOwnProperty et qui nous permet de savoir si un objet possède telle ou telle propriété. Elle répond true ou false, tout simplement. On a ensuite vu qu'on pouvait accéder aux propriétés d'un objet non pas simplement avec la syntaxe des points, comme on le voit ici, item.prénom, mais aussi avec la syntaxe des crochets, item, crochet, prénom. Ça marche aussi bien que item.prénom et c'est très pratique lorsque prénom, vous ne l'avez pas en tête et c'est dans une variable. Imaginez ici, je fais une const propre qui est égale à prénom. Ben, dire item crochet propre, c'est du coup la même chose que de dire item crochet prénom et c'est donc la même chose que de dire item.prénom. Donc ça c'est très pratique quand vous voulez voir la valeur d'une propriété d'un objet sans connaître le réel nom vous-même de cette propriété. Vous avez juste à demander à l'item qu'est-ce qu'il y a dans prop. Et si dans prop il y a prénom, ben il va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le prénom de l'item. Nous avons aussi vu encore une fois la fonction arrayFilter, la fonction filter des tableaux qui permet de filtrer les éléments d'un tableau en fonction d'une condition qui soit respectée ou pas. Et ensuite nous avons vu aussi une boucle qui s'appelle forIn, qui est en fait une boucle qui nous permet de boucler sur les propriétés d'un objet plutôt que sur les indices. On ne passe pas de 0 à 10 dans un tableau là, on part vraiment, on fait le tour des propriétés qui existent au sein d'un objet. Et ça, c'est encore une fois très utile. Et voilà, j'espère que ce nouveau challenge d'algorithmie sur FreeCodeCamp vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et pour vous c'est gratuit. Si vous voulez commenter pour nous donner vos propres solutions, vos propres algorithmes, n'hésitez pas à le faire, j'irai les voir le plus souvent possible. Et enfin, si vous voulez être sûr de ne rater aucune autre vidéo de cette série sur les challenges FreeCodeCamp ou même une autre vidéo qui sortirait sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'ici là, développez-vous bien.